reçois face à l'opinion Marius Komoué, grand défenseur depuis toujours des consommateurs de Côte d'Ivoire. Vous êtes président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. C'est plutôt nous. Alors, nous vivons des moments, je vais dire difficiles, des moments de grande tension économique au niveau mondial. L'inflation en est une des conséquences. Peut-on, dans ces conditions, espérer contrôler durablement ce phénomène d'inflation-là? J'avoue que la question est centrale et même primordiale. En ce sens que la situation internationale et ses répercussions, je vais dire la situation du conflit ukrainien, on va en parler tout à l'heure, mais également bien avant. On a connu la crise de la Covid, mais avant cela aussi, on avait connu la crise de l'Irak, la crise irakienne qui avait eu des répercussions au niveau mondial. Il y a eu aussi la crise financière de 2008. Bien entendu, sans oublier la question fondamentale du changement climatique. Tous ces éléments à travers le monde ont une répercussion sur l'économie mondiale. Et ces répercussions ne laissent pas nos États à marge. Et donc, ce que nous vivons ici avec la flambée des prix de certains produits de grande consommation, et non des moindres, découle en majorité de ces crises que je viens de vous citer et dont vous avez également fait cas. N'empêche que chaque État, chaque gouvernement, chaque gouvernant de chaque État doit trouver des solutions en faisant en sorte que la crise au niveau mondial ait des répercussions on ne peut plus moins néfastes sur les économies nationales. Et c'est là le bas blesse, parce que vous en parliez un peu tout à l'heure, la guerre en Ukraine va durer. C'est sûr. Elle mettra donc encore plus à rude épreuve nos fragiles économies, les fragiles économies de nos États pauvres. Comment résister à cela? Est-ce que, c'est vrai, vous parlez des mesures, il y a beaucoup de subventions de la part de nos États, la subvention d'un certain nombre de produits de grande consommation. Mais est-ce que cela suffira, surtout sur la durée? Bon, on se rend compte aujourd'hui que cela ne pourra pas suffire à la longue. Si d'ordinaire, ces crises au niveau mondial et surtout la crise ukrainienne devraient perdurer. C'est pour ça d'ailleurs nous nous étonnons, en tant que pays du tiers-monde, de constater que face à nos crises à nous, tant en Afrique, en Asie et autres, dans le Moyen-Orient, on préfère envoyer des forces d'interposition en créant les conditions du dialogue pour mettre un terme à la crise. Au niveau de la Côte d'Ivoire, face à la crise ivoirienne, la communauté dite internationale a dû donc user des instruments internationaux tels que les Nations Unies pour créer une force d'interposition et amener les acteurs au dialogue. Là où nous ne comprenons rien, c'est que face à la crise ukrainienne, pourquoi la même démarche? On ne fait pas la même démarche comme on l'a fait partout dans le monde. On préfère plutôt armer un belligérant au détriment d'un autre. Je ne me l'explique pas. Si telle est que la volonté, si la volonté est telle que nous voulons véritablement mettre un terme à cette crise et permettre au monde de poursuivre sa marche, j'allais dire luxuriante, vers un développement harmonieux pour chaque État, eh bien, les grandes puissances devraient comprendre la nécessité de mettre un terme à la crise en créant les conditions du dialogue. L'inflation, c'est l'ennemi du pauvre, c'est le premier ennemi du pauvre. Et est-ce que vous pensez que, à force que cette crise perdure, ces répercussions sociales risquent de créer de l'instabilité? L'instabilité se constate déjà. Les différentes crises. À quel niveau? Au niveau mondial.
les différentes crises que nous constatons ont eu des répercussions. La crise irakienne, la crise yougoslave, la crise libyenne, tout ça ont eu des répercussions. Aujourd'hui, on parle de terrorisme en Afrique de l'Ouest, ce qui n'était pas envisageable de penser il y a quelques années. Mais ce n'est pas lié à l'inflation, hein, forcément. Non, aucunement. Il y a le terrorisme. Aucunement. Voilà. Mais n'empêche que ce qui se fait ailleurs influence d'autres contrées. C'est de ça que je voulais parler. N'empêche aussi que la crise ukrainienne, au regard de tout ce que nous constatons, aura certainement des répercussions demain. D'un point de vue sécuritaire. D'un point de vue sécuritaire dans d'autres États. Et donc, chaque fois qu'il y aura des crises armées s'entend, il faut s'attendre donc à des répercussions dans d'autres aspects, et dans d'autres contrées du monde. Et l'Afrique, qui est notre continent, n'est pas assez outillée, n'a pas les moyens de sa propre politique. Est-ce la faute de nos gouvernants? La question reste centrale. Est-ce la faute de notre volonté nous-mêmes à ne pas vouloir nous affranchir des décisions prises? Est-ce la faute aussi à l'histoire? L'histoire, je dirais non. Parce que à chaque époque, son histoire. Marius, alors, on comprend bien que ce n'est pas forcément la faute à nos États, hein, si cette situation d'inflation perdure. Mais comment sensibiliser alors les consommateurs pour une prise de conscience de cette dure réalité? Parce que là, on est parti pour longtemps encore. Non, il faut dissocier un certain nombre d'aspects des choses. Les crises que nous connaissons au niveau mondial ont une répercussion, certes, sur l'économie de nos États. Mais n'empêche qu'à l'intérieur même de nos États, nos gouvernants ont des obligations énormes vis-à-vis de leur population. Comment pouvez-vous concevoir qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, dont Dame Nature a gratifié le territoire national d'herbes fraîches, les herbes fraîches, de l'eau sur toute l'étendue de son territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, mais qui est incapable de produire du bétail. Le bétail, là, leur nourriture favorite, c'est les herbes fraîches. C'est également, il faut les faire traire, et c'est avec de l'eau. Mais là, vous ne répondez pas à ma question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit des moments difficiles que nous impose l'inflation, due à tout ce qui se passe autour de nous. Mais comment vous, association de consommateurs, vous sensibilisez les gens à mieux comprendre ce phénomène? Mais déjà, mais justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous prenez un pays, c'est ce que je vous dis. L'inflation qu'on connaît là peut être amenuisée si d'ordinaire, nous-mêmes, nous arrivons à produire un certain nombre de produits destinés à notre consommation. Bien sûr. Mais c'est de ça que je parle. Alors, vous avez un pays comme le Mali, totalement enclavé, qui n'a pas d'herbes fraîches sur l'ensemble de son territoire national, mais dont les populations produisent du bétail et viennent nourrir un pays dont Dame Nature, comme la Côte d'Ivoire, a gratifié d'herbes fraîches et capable de produire. Vous avez un ministère de production animale en Côte d'Ivoire et des ressources halieutiques. Quelle est la politique nationale de production animalière au plan national? On peut en dire autant du riz. Hein. Bien entendu. Comment vous pouvez concevoir également qu'un pays comme la Thaïlande, qui est à des années-lumière de développement de la Côte d'Ivoire, les États-Unis, l'Inde, la Chine, ont des populations qui produisent du riz sur des surfaces assez restreintes d'ailleurs, contrairement à la Côte d'Ivoire qui a des bas-fonds sur l'ensemble de son territoire national. Des bas-fonds inexploités. Mais bien entendu, le président Houphouët-Boigny, le premier président de la République de l'État de Côte d'Ivoire, l'avait fait avec la SODERI, la Société de développement du riz. Ça marchait, mais cette société marchait parfaitement. Nous étions autosuffisants en riz. La Côte d'Ivoire s'entend. Bien évidemment, il a fait également avec la Sode de Prat, qui était une société en charge de produire du bétail. La Côte d'Ivoire était autosuffisante en bétail.
on peut remettre le couvert. Surtout quand on a des ministères en charge des productions animales. Quelle est la politique nationale de ce ministère, de sorte à ce que la Côte d'Ivoire dispose d'une base de données en matière de production animalière, en permettant au pays de tourner le dos à l'importation tout azimut de ce produit de grande consommation qui est le bétail. Parce que tout ça flambe le pouvoir d'achat de l'Ivoirien. Si nous produisons le bétail à l'intérieur de notre pays, il va nous revenir moins cher que de l'importer. C'est pareil pour le riz. On confie le ventre du pays à l'étranger. C'est pareil pour le carburant. On produit du pétrole, on exporte le pétrole brut qui nous revient transformé. Mais c'est quand même plus compliqué. Hein, mais non, mais rien n'est compliqué. Vous savez, l'Asie, des pays comme la Malaisie, Singapour et autres, ces grandes capitales, la Malaisie, c'est un État qui, en 1990, n'était même pas au même niveau de développement que la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, allez-y à Malaisie. Pour faire face à l'inflation, alors l'État a quand même mis beaucoup d'argent sur leur table en subventionnant des produits essentiels. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Nous sommes d'ailleurs dans les perspectives de reconduire encore, pour l'année 2023, les mêmes décisions, les mêmes mesures de subvention de certains produits tels que le riz, la tomate concentrée, vous avez le lait, vous avez le sucre, vous avez un certain nombre de produits, en tout cas le pain et autres, la farine donc de blé panifiable. Donc, il y a près d'une dizaine, plus d'une dizaine certainement de produits, non, près d'une dizaine de produits pour lesquels l'État a décidé de subventionner tant pour ceux qui sont exportés que pour ceux qui sont produits au plan local. Donc, au regard de l'actualité internationale, il va sans dire que nous n'avons pas eu le choix que de renégocier avec l'État pour maintenir les prix de ces produits tels que nous les constatons sur le marché de la consommation. On est obligé donc de reconduire la politique de subvention. Et de ce point de vue-là, parlons des prix. La grande difficulté aujourd'hui, c'est leur contrôle sur les marchés. Oui. Ça aussi, c'est pas typique simplement. L'État est complètement désarmé. Hein. Oui, mais c'est pas simplement unique. C'est pas typiquement et uniquement unique. C'est pas dévolu à la Côte d'Ivoire. Qu'à la Côte d'Ivoire. Non, bien sûr. Voilà. Cela se passe même en Europe. Le problème du contrôle du marché de la consommation suscite beaucoup d'appréhension. Surtout qu'à la base, on est déjà dans une économie libérale. Oui, mais en Côte d'Ivoire, vous avez certes un ministère du commerce qui fait autant que faire se peut pour que les prix soient respectés. Partout où nous avons eu l'information, ça, moi, c'est ce que je sais. Moi, je n'ai pas la langue de bois. Dans une région, vous pouvez vous retrouver avec 8 agents ou 7 agents, souvent même moins. C'est très peu. Mais voilà. Pour une région entière. Donc, voilà. Donc, il revient à l'État d'élargir son pouvoir de contrôle en recrutant et en multipliant le nombre d'agents, de sorte à ce que le marché de la consommation soit mieux régulé, soit mieux contrôlé, parce que, croyez-moi, aujourd'hui, le marché ivoirien de la consommation est un véritable danger. Présente beaucoup de produits contrefaits, beaucoup de produits de qualité très douteuse. D'ailleurs, vous n'ignorez pas certainement que au plan national, vous avez des entreprises dont les produits sont rendus de normes obligatoires. Les produits et services mis sur le marché de la consommation sont rendus, les normes de ces produits sont rendues d'application obligatoire, mais qui ne soumettent pas justement le processus de fabrication, de stockage, de distribution et de commercialisation de leurs produits aux normes. Si déjà vos associations elles-mêmes étaient outillées à aider au contrôle, est-ce que cela n'aiderait pas encore les consommateurs, un peu plus et même l'État. Même l'État. Voilà, parce que même dans nos statuts et règlements intérieurs, surtout dans nos statuts, il est bien indiqué que nous avons en tant qu'organisation, Conseil national,
le devoir de nous doter à l'avenir de moyens capables, de moyens nécessaires pour assurer le contrôle d'un certain type de produits de grande consommation sur le marché national. Nous, à travers des laboratoires, soit nous signons un partenariat avec un laboratoire, nous faisons des prélèvements, et bien entendu en compagnie d'huissiers de justice, nous allons les déposer dans des laboratoires pour attendre des résultats et nous assurer que chaque produit de grande consommation mis sur le marché de la consommation respecte les normes. Et les dérives que nous constaterons, nous transmettrons l'information à l'État ou à ses services compétents pour naturellement prendre les dispositions ou les mesures qui s'imposent en pareille circonstance. Vous êtes aujourd'hui, je vais dire, complètement désarmé. Mais pour l'heure, à l'état actuel des choses, les associations de consommateurs dans nos États, il n'y a pas, parce que nous sommes dans un même réseau, Là, bien sûr, le réseau des bien organisations de consommateurs de la Mais CEDEAO. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas encore les moyens, comme dans la plupart de nos États, les moyens d'assurer justement ce contrôle-là, parce que c'est des actes, c'est des actions, j'allais dire, c'est des prérogatives, c'est le mot que je cherchais, c'est des prérogatives exclusivement réservées au pouvoir public. Et alors, une association de consommateurs, encore une fois, et au risque de me répéter, ne peut se substituer aux décisions, à l'État et à ses démembrements. Très bien. Quels sont aujourd'hui, malgré tout, quels sont les droits des consommateurs? Il y en a 8. Oui, reconnus par les Nations Unies, 8 droits qui lui sont reconnus, qui se retrouvent tout cela dans ce qu'on appelait les principes directeurs pour la protection du consommateur. Le premier droit? Le droit à la satisfaction des besoins essentiels. Pour des pays pauvres comme nous, c'est le droit à la satisfaction des besoins essentiels du consommateur. C'est-à-dire qu'il faut mettre à la disposition du consommateur des sources d'énergie. L'eau, l'électricité, les téléphones, le gaz, et j'en passe. Il y a également le droit à l'éducation. Pour nous, des pays pauvres, il faut que nos enfants soient formés, nos enfants soient bien éduqués, nos enfants soient vraiment atteignent un certain niveau de formation académique, leur permettant demain d'opiner sur des questions essentielles relativement à la bonne marche de l'État. Donc, le troisième droit, c'est le droit à l'information. Il faut informer régulièrement, il faut former et informer le consommateur sur tout ce qui est mis sur le marché de la consommation. Donc, vous avez par exemple la formation et l'information sur tout ce qui rentre en ligne de compte dans la fabrication d'un produit. Si c'est une boîte de conserve, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte dans la fabrication de cette boîte de conserve, de sorte que si un individu, il lui est interdit de consommer par exemple du piment et que du piment est contenu dans cette boîte de conserve, il n'y touche pas. Et puis, il n'y a pas aussi que ça. Il y a également la date de fabrication, la date de péremption, qui sont des éléments essentiels en matière de droit de la consommation. Donc, informer le consommateur, c'est de tout ça. Mais c'est former aussi le consommateur sur les dangers que renferme la mauvaise utilisation du produit, sans respecter les règles éditées par le producteur. Alors, le quatrième droit? Eh bien, c'est le droit d'être entendu. Quand vous avez fait tout ça, bon, mais quand il y a des dérives, il faut que le consommateur soit entendu. Donc l'État doit œuvrer à mettre en place les mécanismes, les instances capables de pouvoir entendre le consommateur lorsque ses droits sont violés. Et le cinquième droit? Le droit à la sécurité. Nous devrons, partout où nous passons, être en sécurité. D'abord sécurité physique, mais surtout sécurité des produits mis sur le marché de la consommation. Et là, l'État doit jouer un rôle prépondérant en régulant, en contrôlant, de sorte à ce que nous puissions extirper du marché de la consommation les produits. En sanctionnant aussi. En sanctionnant, bien sûr, de sorte à extirper du marché de la consommation les produits et des services qui n'y ont pas droit. Et le sixième le droit à un environnement sain. Voilà. Il faut que le consommateur ait droit à un environnement sain. Le cadre de vie du consommateur doit être une préoccupation de nos gouvernants. C'est pour ça d'ailleurs nos ordures ménagères sont régulièrement ramassées. Tout à fait. Et le septième? J'ai cité le droit à la justice, le droit à la réparation des torts. Donc il y a la justice, la réparation des torts. La réparation des torts, le droit à la réparation des torts. Donc le compte. Donc c'est bon. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Komoué, est-ce que vous avez l'impression que l'État protège aujourd'hui en Côte d'Ivoire vraiment le consommateur que nous sommes? Si je fais un comeback,
un retour en arrière sur les premières associations qui ont été créées en Côte d'Ivoire en 1990. À ce jour, il y a eu énormément d'avancées. La première association de consommateurs qui a été créée, c'était en 1990 avec le vent du multipartisme, avec M. Melek Théodore, qui est devenu par la suite le maire de Cocody. Et par la suite, ministre de la République. Bon, père son âme, feu, maître Melek Théodore. Par la suite, dans les années 98, est advenue la Fédération des consommateurs. Pourquoi? C'est l'État qui avait suscité la création de la première entité fédérale des associations de consommateurs en Côte d'Ivoire. Elle était constituée de 5 associations, dont le président, le premier responsable, le premier président de la première fêtière en Côte d'Ivoire a été celui-là même qui m'a formé. Maître Ngoranda, un juriste chevronné, un humanitaire hors du commun. Croyez-moi, de cette date à ce jour, hier, les organisations de consommateurs n'étaient pas écoutées, ni par l'État, encore moins par les opérateurs économiques, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, même l'État, au plus haut niveau du sommet... Vous êtes une force qui compte. Bien entendu. À la primature, à la présidence, dans les différents ministères, on ne peut avoir d'ateliers dont les thèmes touchent au bien-être des populations sans associer les organisations de consommateurs. Mieux, dans le cadre justement de permettre aux consommateurs d'être entendus, puisque c'est un droit fondamental du consommateur, l'État associe désormais les organisations de consommateurs dans des instances de régulation, telles que par exemple l'ANARE, voilà, le Fonds d'entretien routier, l'ARTCI et tout ça. Il y a également l'autorité de régulation des marchés publics. Vous avez une multitude de structures, l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Vous avez aussi Côte d'Ivoire Énergie, qui sont des structures dans lesquelles les consommateurs siègent à travers leurs représentants. Donc nous jouons un rôle prépondérant dans ces structures, de sorte à ce que nous pesons de notre poids lorsque les décisions se prennent. Or, hier, les décisions s'imposaient à nous. Avant, maintenant que nous respectons, nous protestons. Maintenant, nous sommes assis. C'est pareil pour le cas du prix du carburant. C'est pareil pour le cas du prix de certains produits de grande consommation. Avant que l'État souvent les annonce, nous sommes très souvent associés. Et ça, c'est une très grande avancée. Oui, ça, il faut le reconnaître. Alors, parfois, le rôle du défenseur des droits des consommateurs est perçu comme un rôle politique. Est-ce que vous avez l'impression d'être en politique malgré vous? Tout ce qui touche aux questions d'amélioration des conditions de vie des populations, surtout à la lutte pour l'amélioration des conditions de vie, est déjà d'ordre politique. Tout est politique. Même si vous ne faites pas de la politique vous touche. Là où les organisations de consommateurs et leurs responsables n'ont rien à y faire, c'est lorsque on parle, par exemple, des questions d'éligibilité, des questions de vote, des questions d'intérêt purement et simplement politique. Alors là, permettez-moi de vous dire... Non, là, nous sommes citoyens. Par exemple, à l'exprimer mon droit de vote, je le fais en tant que citoyen. En tant que citoyen. Mais pas au nom des consommateurs. Du tout. Tout à fait, oui. On parle de consommation. Bien sûr, oui. En quoi le vote est une consommation? Alors même si ceux qui seront élus auront à mettre en œuvre une politique qui aura une incidence sur ma consommation. Alors, de ce point de vue-là, il faudra mettre de l'ordre. Bien entendu. Au sein de vos associations. Surtout en Afrique. Oui, surtout en Afrique. Parce qu'il y en a qui sont complètement inféodés aux partis politiques aujourd'hui. Nous ne le contestons pas et nous le certifions, nous le confirmons. Pire, il n'y a pas que des gens qui sont inféodés aux partis au pouvoir. Moi, je ne fais partie d'aucun, je ne suis membre d'aucun parti politique. Ni hier, encore moins aujourd'hui. Je vous remercie et très bonne journée. Merci à vous.